Il y a quelques années, mon meilleur ami et moi avons vécu quelque chose d'absolument étrange. J'avais 15 ans à l'époque et une nuit, j'ai décidé de passer la nuit chez mon ami. Après une soirée de films d'horreur, l'ambiance était propice à quelque chose de palpitant. Non loin de la maison de mon ami se trouvait un chantier de démolition, un pâté de maisons dans un état lamentable, voué à être démoli après-demain. Les autorités locales allaient les raser pour faire place à de nouvelles constructions. Tout le site était clôturé et des panneaux d'avertissement « Entrée interdite » pendaient partout. Les maisons étaient barricadées de planches, portes et fenêtres scellées. Personne ne pouvait y entrer. Nous avons décidé de nous promener dans ce vieux quartier et de prendre quelques photos au hasard. Mon ami connaissait un endroit où nous pourrions nous faufiler. En y arrivant, nous avons remarqué que chaque maison était hermétiquement barricadée, rendant toute entrée impossible. Puis, nous avons aperçu une maison avec une fenêtre à l'étage supérieur qui n'était pas très bien barricadée. Nous pouvions voir l'intérieur de la pièce. Nous avons pris une photo avec un appareil photo numérique. Plus tard, de retour à la maison, nous avons jeté un œil aux photos que nous avions prises. Soudain, nous sommes tombés sur la photo de cette fenêtre. Nous avons vu une femme vêtue d'un imperméable marron, à la peau pâle et aux cheveux noirs. D'après ce que nous pouvions distinguer, la femme avait l'air profondément triste. Nous n'avions vu aucune femme là-haut quand nous avions pris la photo, et de plus, les fenêtres et les portes étaient barricadées. Nous sommes retournés à la maison pour vérifier si c'était exact. Après vérification, c'était bien le cas. Tout était hermétiquement fermé et il n'y avait absolument aucune femme. Cette histoire n'est pas la mienne, mais celle d'un ami, que je vais appeler Léo. Cela s'est passé quand Léo n'avait qu'environ 11 ou 12 ans. Léo était un enfant plutôt charmant et avait son lot d'admiratrices. Cependant, une fille en particulier était excessivement obsessionnelle. Je l'appellerai Clara. Clara était bien plus âgée que Léo, elle avait 17 ans. C'était une connaissance de Léo et elle habitait dans la même rue que lui. Léo ne lui avait pas vraiment prêté attention jusqu'à ce qu'elle commence à le harceler. Chaque jour et chaque nuit, elle le suivait d'une manière ou d'une autre, que ce soit en personne ou en ligne. Léo a commencé à se sentir mal à l'aise quand elle lui envoyait plus de 20 messages par jour. Des choses comme « Sois prudent »,« Ça va »,« Dors bien », etc. C'était un peu étrange, mais il n'y a pas prêté plus attention. Puis, les messages sont devenus de plus en plus effrayants. Au lieu des habituels messages de vérification, ils devenaient plus personnels. « Tu devrais manger ton déjeuner » s'il avait sauté un repas, ou « Je crois que ta sœur a faim » quand sa petite sœur pleurait. Léo a alors cessé d'utiliser son téléphone et les réseaux sociaux. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La mère de Léo était presque toujours absente, il était donc souvent gardé par des babysitters. Un jour, il a eu une nouvelle babysitter, c'était Clara. Rien n'était particulièrement étrange pendant qu'elle s'occupait de lui et de ses frères et sœurs, mais elle s'est beaucoup plus rapprochée de sa mère qu'il n'aurait aimé. Un jour, à l'école, Clara a approché Léo et lui a dit que sa mère serait absente du pays pendant une semaine et qu'elle lui avait demandé de laisser Léo rester chez elle. Léo a hésité au début, mais après tout, c'était le souhait de sa mère, il ne pouvait pas s'y opposer. Clara lui a dit que sa mère était déjà partie, il pouvait donc rentrer chez elle après l'école ce jour-là. Léo a accepté à contre-cœur et est rentré chez elle. Quand il est arrivé, ses parents n'étaient pas là. Les choses deviennent un peu floues ici, car mon ami a eu du mal à raconter cette partie, tant cela le terrifie encore aujourd'hui. Il a raconté que Clara lui faisait jouer à des jeux étranges, comme la famille, où elle insistait pour être l'épouse et lui le mari. Ou encore à gendarme et voleur, et des jeux pour voir qui aurait peur le premier, où elle lui bandait les yeux et le laissait dans une pièce silencieuse pendant des heures. Il en était à son 5e jour chez elle, et Clara était partie à son travail à temps partiel. Elle avait laissé les portes verrouillées et les fenêtres étaient trop hautes pour sauter. Il est donc resté devant la télévision où il a vu un reportage glaçant. C'était un avis de recherche pour enfants disparus. Et l'enfant disparu, c'était lui. Avant qu'il n'ait eu le temps de noter le numéro à appeler, la télévision s'est éteinte. Clara se tenait derrière lui, la télécommande à la main. Léo a paniqué, pleurant et hurlant de toutes ses forces. Clara l'a retenu, mais il a réussi à se défaire de son emprise juste à temps pour ouvrir une fenêtre et appeler à l'aide. Par chance, un couple passé par là a entendu ses cris et a appelé la police.
Moins d'une heure plus tard, la police est arrivée et l'a trouvé enfermé dans sa chambre, les yeux bandés et les mains liées. Étant, vous savez, toujours mineur, Léo ne sait pas ce qui lui est arrivé par la suite. Il se souvient seulement que la police l'emmenait pendant que sa mère le serrait dans ses bras. Il a déménagé en Australie après ça et n'a jamais revu son ravisseur depuis. Mais il frissonne encore au seul son de son nom. Il y a environ 5 ans, je vivais en centre-ville, dans une grande ville de France. J'ai toujours été une personne de nuit, alors je me retrouvais souvent à m'ennuyer après que mon colocataire, qui n'était clairement pas du matin, soit allé se coucher. Pour passer le temps, j'avais l'habitude de faire de longues marches et de laisser mes pensées vagabonder. J'ai passé 4 ans comme ça, à me promener seul la nuit, sans jamais avoir la moindre raison d'avoir peur. Je plaisantais toujours avec mes colocataires en disant que même les dealers de la ville étaient polis. Mais tout a changé en quelques minutes, une certaine soirée. C'était un mercredi, entre 1h et 2h du matin, et je marchais près d'un parc surveillé par la police, assez loin de mon appartement. C'était une nuit calme, même pour un soir de semaine, avec très peu de circulation et presque personne à pied. Le parc, comme la plupart des soirs, était complètement vide. J'ai emprunté une petite rue latérale pour retourner vers mon appartement, et c'est là que je l'ai remarqué pour la première fois. Au fond de la rue, de mon côté, se trouvait la silhouette d'un homme qui dansait. C'était une danse étrange, semblable à une valse, mais il terminait chaque pas par une sorte de foulée-inclinaison vers l'avant, je suppose. Il avançait vers moi en marchant dansant. Jugeant qu'il était probablement ivre, je me suis rapproché le plus possible de la route pour lui laisser la majeure partie du trottoir afin qu'il puisse passer. Plus il s'approchait, plus je réalisais à quel point il se déplaçait avec grâce. Il était très grand et mince et portait un vieux costume. Il a continué à danser, se rapprochant encore, jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage. Ses yeux étaient grands ouverts et écarquillés, la tête légèrement penchée en arrière, fixant le ciel. Sa bouche était étirée dans un sourire de dessin animé, d'une largeur douloureuse. Entre ses yeux et ce sourire, j'ai décidé de traverser la rue avant qu'il ne s'approche davantage en dansant. J'ai quitté des yeux pour traverser la rue déserte. En arrivant de l'autre côté, j'ai jeté un coup d'œil en arrière, puis je me suis arrêté net. Il avait cessé de danser et se tenait, un pied dans la rue, parfaitement parallèle à moi. Il me faisait face, mais regardait toujours vers le ciel, le sourire toujours aussi large sur ses lèvres. J'étais complètement et absolument déstabilisé par cela. J'ai recommencé à marcher, mais j'ai gardé les yeux sur l'homme. Il ne bougeait pas. Une fois que j'eus mis environ un demi-pâté de maison entre nous, je me suis détourné de lui un instant pour regarder le trottoir devant moi. La rue et le trottoir devant moi étaient complètement vides. Toujours perturbé, j'ai regardé là où il s'était tenu pour constater qu'il avait disparu. Pendant un très bref instant, j'ai ressenti un soulagement, jusqu'à ce que je le remarque à nouveau. Il avait traversé la rue et était maintenant légèrement accroupi. Je ne pouvais pas le dire avec certitude à cause de la distance et des ombres, mais j'étais certain qu'il me faisait face. Je l'avais quitté des yeux pendant pas plus de 10 secondes, il était donc évident qu'il s'était déplacé très vite. J'étais tellement choqué que je suis resté là un moment à le fixer, puis il a recommencé à avancer vers moi. Il faisait de grands pas exagérés sur la pointe des pieds, comme un personnage de dessin animé qui se faufile, sauf qu'il se déplaçait très très vite. J'aimerais pouvoir dire à ce moment-là que j'ai couru ou que j'ai sorti ma bombe lacrymogène, mon téléphone portable ou n'importe quoi d'autre, mais je n'ai rien fait. Je suis resté là, complètement figé, tandis que l'homme souriant se faufilait vers moi. Puis il s'est arrêté à nouveau, à environ la longueur d'une voiture de moi, souriant toujours, fixant toujours le ciel. Quand j'ai finalement retrouvé ma voix, j'ai laissé échapper la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ce que je voulais demander, c'était « Qu'est-ce que vous foutez ?» sur un ton colérique et autoritaire. Ce qui est sorti, ce fut un gémissement. Mais bon sang, qu'est-ce que… Que les humains puissent ou non sentir la peur, ils peuvent certainement l'entendre. Je l'ai entendu dans ma propre voix, ce qui n'a fait que m'effrayer davantage, mais lui n'y a pas réagi du tout. Il est juste resté là, souriant, puis après ce qui a semblé une éternité, il s'est retourné très lentement et a recommencé à s'éloigner en marchant dansant, tout simplement. Ne voulant pas lui tourner le dos à nouveau, je l'ai juste regardé s'éloigner jusqu'à ce qu'il soit assez loin pour être presque hors de vue.
Et puis j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'éloignait plus et il ne dansait plus non plus. J'ai regardé avec horreur la forme lointaine de son corps devenir de plus en plus grande. Il revenait vers moi. Il revenait vers moi et cette fois, il courait. J'ai couru aussi. J'ai couru jusqu'à quitter la ruelle et retrouver une route mieux éclairée avec un trafic clairsemé tout en regardant derrière moi. Alors il était introuvable. Le reste du chemin jusqu'à chez moi, je n'ai cessé de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant toujours à voir son stupide sourire, mais il n'était jamais là. J'ai vécu dans cette ville pendant 6 mois après ça et je n'ai plus jamais fait de promenade. Il y avait quelque chose dans son visage qui me hantait toujours. Il n'avait pas l'air ivre ni sous l'influence de quoi que ce soit. Il avait l'air complètement et absolument fou, et c'est une chose très très effrayante à voir. Au milieu des années 80, ma mère était femme de ménage dans une région rurale de France. Elle nettoyait des maisons dans les zones périurbaines et travaillait parfois dans des régions rurales ou viticoles. Elle laissait des cartes de visite dans les commerces locaux et obtenait la plupart de ses contrats ainsi et d'autres par le bouche-à-oreille. Un jour, elle a reçu un appel d'une dame qui semblait avoir une 60aine d'années, lui demandant de nettoyer sa vieille ferme. Elle a fait beaucoup de demandes étranges. D'habitude, ma mère rencontrait ses clients avant d'accepter de nouveaux contrats. Dans ce cas, la dame ne voulait pas rencontrer ma mère et a dit qu'elle laisserait les clés sous le paillasson d'entrée. Ma mère a accepté principalement parce que la dame était manifestement riche et proposait de la payer considérablement plus qu'elle ne l'aurait raisonnablement espéré. Ma mère s'est rendue à la maison un lundi matin et a dit qu'elle s'était sentie mal à l'aise dès la longue allée. La maison était essentiellement au milieu d'une très grande propriété, très isolée. Elle a trouvé les clés et a commencé à nettoyer. Environ 1 heure après avoir commencé le nettoyage, elle a entendu la porte arrière se refermer. On avait dit à ma mère que personne ne serait à la maison, alors elle s'est immédiatement sentie en danger. Elle est restée figée dans la cuisine pendant ce qui lui a semblé 3 ou 4 minutes, bien qu'elle ait dit que cela n'avait pas pu être beaucoup plus long. Il n'y avait aucune autre voiture sur la propriété. Elle voulait partir immédiatement, mais il lui restait 2 pièces à faire, toutes 2 des chambres. Elle a dit que le temps a passé et qu'elle n'a plus rien entendu. Elle a décidé que ce n'était peut-être rien ou que quelque chose était tombé et que ce n'était pas la porte après tout. Elle a remonté le couloir et est entrée dans la chambre. Sur tout le lit se trouvaient des photos en noir et blanc. À mesure que ma mère s'approchait, elle a réalisé que toutes les photos étaient d'elle. Certaines avaient été prises chez nous, d'autres dans d'autres maisons que ma mère nettoyait, certaines à travers des fenêtres ou par-dessus des clôtures. Elle a utilisé le téléphone de la maison pour appeler la police et s'est immédiatement rendue au bout de l'allée. La dame a fait l'objet d'une enquête, mais a continué de prétendre qu'il s'agissait d'une effraction. Après un certain temps, la police a cessé ses recherches à son sujet et nous avons fini par déménager dans une nouvelle ville 4 mois plus tard. J'ai 22 ans et cet incident s'est produit il y a 1 an et demi. Je venais d'emménager dans mon premier appartement et j'étais en plein déménagement. La porte de mon appartement se verrouille automatiquement en se fermant. J'allais donc à l'entrée de l'immeuble pour récupérer mon courrier tout en parlant au téléphone avec mon ami. Je suis retourné à l'appartement et me suis assis sur le lit, ouvrant le courrier tout en gardant le téléphone à l'oreille. J'ai laissé tomber le téléphone par terre et il a atterri sous le lit. J'ai dû m'allonger par terre et tendre le bras pour l'attendre. J'ai alors vu quelque chose qui a attiré mon regard. Il y avait quelqu'un sous mon lit. Mes yeux se sont écarquillés et j'ai étouffé l'envie de hurler. La personne sous mon lit était allongée immobile, le dos tourné vers moi et la tête enfouie dans sa poitrine, de sorte que je ne pouvais pas voir son visage et elle ne me voyait pas. Essayant de rester rationnel tandis que des milliers de pensées se bousculaient dans ma tête, j'ai ramassé le téléphone et j'ai dit « Désolé, j'ai laissé tomber mon téléphone, je vais juste prendre une douche et je te rappelle. » La salle de bain est juste à côté de mon lit. Je m'y suis hâtée, j'ai verrouillé la porte en silence, j'ai allumé la douche, j'ai sauté par ma fenêtre et j'ai appelé la police. Ils m'ont dit d'attendre à proximité, mais de traverser la rue et de voir si quelqu'un sortait de l'immeuble. C'était en été et il faisait encore jour. Je me suis postée de l'autre côté de la rue, cachée derrière une voiture, observant ma fenêtre de salle de bain ouverte et la porte d'entrée. J'ai appelé mon ami et il est venu juste avant la police. Je leur ai donné mes clés et ils sont entrés.
Quelques instants plus tard, 2 policiers sont sortis, tenant un homme mince et l'air épuisé. Ses yeux semblaient fous, mais il n'a pas essayé de s'échapper. Le policier qui s'est tenu à mes côtés pour me rassurer pendant que ses collègues fouillaient mon appartement m'a dit que l'homme se tenait devant la porte de ma salle de bain avec un de mes couteaux de cuisine attendant que je sorte. Cet homme s'était d'une manière ou d'une autre faufilé par ma porte d'entrée pendant que j'allais chercher mon courrier et s'était caché sous le lit. L'homme qui essayait de me faire du mal s'est avéré être un sans-abri et a été placé dans un hôpital psychiatrique. Quand j'avais 21 ans, ma petite amie et moi passions quelques jours dans le chalet familial. C'était pendant une tempête de neige et nous étions assis sur le canapé, près du chauffage, blottis l'un contre l'autre, à regarder la télévision tard dans la nuit. Nous étions entourés de rien d'autre que de forêts dans toutes les directions et la seule chose qui nous séparait de l'extérieur était une porte en bois dont la serrure était cassée. La dernière fois que mes grands-parents étaient venus, mon grand-père avait placé quelques parpaings devant la porte pour servir de barrière temporaire puisque la porte s'ouvrait de toute façon vers l'intérieur. Pendant que nous regardions la télévision, ma petite amie a commencé à me secouer en me disant qu'elle avait entendu quelque chose dehors. Je l'ai rassurée, lui disant que c'était probablement un cerf, un sanglier ou autre chose, mais 5 minutes plus tard, ma petite amie m'a regardé à nouveau. « Je l'ai entendu aussi », a-t-elle murmuré. J'ai mis la télévision en sourdine pour que nous puissions mieux entendre. On aurait dit que quelqu'un était en train de fouiller dans le petit abri de jardin où se trouvait la tondeuse, à l'extérieur. Ma voiture était garée dehors et toutes les lumières étaient allumées à l'intérieur. S'il y avait quelqu'un dehors, il savait que nous étions à l'intérieur. Ma petite amie me pressait de sortir pour vérifier, mais je lui ai dit qu'elle devait être folle de penser que j'allais mettre le nez dehors. Le bruit a cessé et il n'y avait plus rien d'autre que le son de la tempête dehors maintenant. Après quelques minutes, j'ai jugé qu'il était sûr d'éteindre les lumières intérieures, d'ouvrir les stores et de jeter un coup d'œil rapide dehors. Mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. J'ai allumé la lumière du porche et j'ai pu voir une bonne partie de la cour avant. Il y avait des empreintes dans la neige. Pas des empreintes d'animaux, c'était clairement des traces de chaussures et elles se dirigeaient vers l'arrière-cour. Je suis allé ouvrir les rideaux de la fenêtre donnant sur l'arrière-cour et en le faisant, j'ai ressenti l'envie de crier, mais c'est ma petite amie qui a crié à ma place. Même s'il n'y avait pas de lumière dans l'arrière-cour, nous pouvions voir un homme vêtu de noir et portant un masque de vendetta faisant face à la fenêtre. J'ai immédiatement fermé les stores et dit à ma petite amie d'aller se cacher dans la chambre pendant que je prenais le fusil de chasse de mon grand-père dans le placard. J'ai poussé les parpaings et un tas d'autres objets lourds devant la porte pour en faire une barricade. J'ai fermé tous les stores et éteint les lumières, puis je suis allé me cacher avec ma petite amie dans un coin de la chambre. Il y a eu un grand coup à la porte d'entrée. Il essayait de la défoncer. Je ne pense même pas qu'il ait essayé la poignée, mais de toute façon, ça n'avait pas d'importance. Après quelques coups de poing infructueux sur la porte, il semble que l'homme ait finalement abandonné. Je suis resté éveillé toute la nuit, le fusil à mes côtés, pendant que ma petite amie dormait. Nous avons fait nos bagages et sommes partis dès le petit matin. Mais chose effrayante, il y avait un nouvel ensemble d'empreintes menant de la fenêtre de la cour avant vers les bois. Je n'y suis plus retourné depuis, mais mes grands-parents y sont allés et ils ont dit qu'il n'y avait aucun signe d'effraction ni de quoi que ce soit manquant. Je n'ai aucune intention d'y retourner un jour. Quand ma grand-mère était encore en vie, j'allais toujours chez elle à pied tous les jours pour l'aider avec diverses tâches ménagères. Un jour, je me suis rendu chez elle à l'heure habituelle et j'ai décidé d'entrer directement. J'ai été surpris qu'elle ait laissé la porte déverrouillée. C'était une vieille dame très paranoïaque et elle gardait normalement tout sous clé. J'ai vu que la porte de sa chambre était ouverte à l'étage et je l'ai entendue ouvrir et fermer des tiroirs et des armoires. Je suis monté à l'étage en appelant « Grand-mère » et alors que j'étais à environ 1,50 m de la porte, elle a claqué la porte de sa chambre. J'ai frappé, demandant si tout allait bien, et à ce moment précis, mon téléphone portable a commencé à sonner. C'était le numéro de ma grand-mère. J'étais tellement confus, mais j'ai quand même décroché. Ma grand-mère était à l'autre bout du fil, me disant de ne pas venir ce jour-là, car elle se rendait à son club des aînés. J'ai senti mon cœur faire un bond quand elle m'a dit cela.
J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose, restant silencieux. Je savais exactement ce qui se passait. J'ai fait semblant d'être naïf et j'ai dit « Grand-mère, je vais rester en bas ». Et je me suis dirigé vers la cuisine de ma grand-mère pour prendre un couteau et composer le 17. Le silence persistait dans la chambre. Peu après, la police est arrivée et a fait irruption dans la chambre, et le claquement fort et soudain d'un coup de feu m'a pris au dépourvu. Quand les ambulanciers sont arrivés et ont transporté l'intrus sur une civière, j'ai reconnu le visage de l'homme. C'était le voisin de ma grand-mère. Apparemment, il avait vu que ma grand-mère était partie de la maison et s'était introduit pour chercher des bijoux. Quand la police a fait irruption dans la chambre, ils ont trouvé l'homme caché à côté de la porte, un grand couteau à la main. Si j'étais entré dans cette chambre, j'aurais été aussi bon que mort. Le souvenir le plus hantant de ma vie. Ma femme et moi rentrions d'un dîner au restaurant, et dès que nous sommes sortis de la voiture, nous avons remarqué que la porte d'entrée de notre maison était ouverte. J'ai dit à ma femme d'attendre dehors pendant que je courais à l'intérieur, directement vers sa chambre où je cachais le fusil de chasse. J'ai chargé l'arme et j'ai fouillé chaque pièce à l'étage. Il n'y avait aucun signe de qui que ce soit. Je suis descendu, fouillant le rez-de-chaussée, puis le sous-sol. Il n'y avait aucun signe de qui que ce soit et rien ne manquait ni n'avait été déplacé. J'ai appelé les flics et quand ils sont arrivés, je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils ont commencé à fouiller les chambres à l'étage, puis le sous-sol. Rien n'a été découvert. Ils nous ont même demandé si nous étions absolument certains d'avoir fermé la porte en partant. Moi-même, je commençais à avoir des doutes, n'étant pas complètement sûr de l'avoir fait. Mais ma femme restait convaincue que nous avions fermé la porte. La police semblait sûre que si quelqu'un s'était introduit, il n'était pas resté longtemps, car il n'y avait aucun signe de cambriolage. Ma femme était folle d'inquiétude, pleurant qu'elle ne se sentait pas à l'aise dans la maison. Je l'ai réconfortée du mieux que j'ai pu, lui assurant que quiconque s'était introduit dans la maison était parti en hâte. J'ai finalement réussi à m'endormir après des heures à me tourner et me retourner dans le lit, mais mon sommeil a été immédiatement interrompu par le cri terrifiant de ma femme. Je l'ai regardée et elle fixait intensément la direction du placard. Ça m'a frappé comme une balle à ce moment-là. J'avais oublié de vérifier le deuxième placard. J'ai regardé et j'ai vu, l'espace d'une fraction de seconde, un homme sortir la tête du placard puis refermer la porte. En moins de 5 secondes, j'avais le fusil de chasse chargé à la main et je l'ai armé pour faire savoir à l'intrus que j'étais armé. J'ai hurlé qu'il sorte et d'un coup, la porte du placard s'est ouverte. Mais au lieu de se soumettre, il s'est élancé comme un fou vers la porte d'entrée de la maison. J'aurais pu lui tirer dessus, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Il n'a jamais été attrapé. Il s'en est sorti indemne. Je pense que d'avoir eu ce fusil nous a sauvés d'un destin terrible. Il y a environ 1 an, alors que je vivais encore sous le toit de mes parents, j'ai commencé à vivre des événements étranges dans ma maison, plus précisément dans ma chambre. Alors que j'étais allongée, éveillée dans mon lit, tard une nuit, j'ai entendu un grincement provenant de l'autre côté de la chambre. La porte de mon placard s'était ouverte d'une manière ou d'une autre. Quand je me suis levée pour vérifier, j'ai inconsciemment cherché si quelqu'un se trouvait à l'intérieur de mon placard, même si j'avais 26 ans. Bien sûr, il n'y avait personne à l'intérieur, alors j'ai refermé la porte et je suis retournée me coucher. Plus tard, la même nuit, j'ai entendu des bruits de gronde et tuiquetis provenant du plafond. On aurait dit quelque chose dans les conduits d'aération. C'était un son très étrange. Je n'avais vraiment aucune idée de ce que je devais en penser, mais dès qu'il s'est arrêté, je l'ai vite oublié et je me suis endormie. Le matin, j'ai bien parlé à mon père des bruits dans le grenier la nuit précédente, mais, agaçant, il ne semblait pas très intéressé, ou il ne m'a tout simplement pas pris très au sérieux. Cette nuit-là, je me suis de nouveau allongée dans mon lit, éveillée, réfléchissant à la vie, quand, une fois de plus, le grincement lent de la porte du placard s'ouvrant furtivement a brisé le silence. Cette fois, j'ai ressenti une peur sincère. Je savais que la porte était complètement fermée. Il aurait fallu que quelqu'un tourne la poignée pour pouvoir l'ouvrir. Cette fois, j'ai jeté un regard extrêmement attentif à l'intérieur du placard, cherchant quelqu'un, même si ce n'était pas un grand placard et qu'il n'y avait vraiment aucun endroit où quelqu'un aurait pu se cacher. J'ai rationalisé cela en me disant que c'était une poignée de porte cassée ou quelque chose du genre, et cela semblait plausible.
La nuit suivante, j'ai de nouveau entendu les bruits de cliquetis venant du plafond. C'était exactement ce qui s'était passé la nuit précédente. Le lendemain matin, j'ai convaincu mon père de jeter un coup d'œil à la porte de mon placard, mais il a rapidement déterminé que la porte était en parfait état. Quand elle était fermée, il l'a tirée et elle ne montrait aucun signe de lâcher le loquet. Bien sûr, il a suggéré que je laissais simplement la porte entr'ouverte, mais je savais que ce n'était pas le cas. Cette nuit-là, je me suis assis, attendant que cela se reproduise, et comme un signal, la porte du placard s'est ouverte en grinçant. J'ai attendu les bruits venant du plafond, mais il n'y eut qu'un long silence. J'ai allumé ma lampe et j'ai levé les yeux vers la bouche d'aération de ma chambre et j'ai hurlé de toutes mes forces. Je pouvais distinctement voir 2 yeux grands ouverts me fixant à travers la grille d'aération. Mes parents ont fait irruption dans ma chambre, me demandant si j'étais devenu fou. J'ai tout expliqué et ils se sont regardés comme si j'avais complètement perdu la tête. Sans surprise, ils ont rejeté cela comme un rêve ou le fait que j'étais trop fatigué et que j'imaginais des choses. Ils ont même commencé à me faire la morale sur le fait de veiller trop tard, mais à ce jour, je sais que je ne l'avais pas imaginé. C'était trop réel. Quant à la porte du placard qui s'ouvrait régulièrement, je sais pertinemment que ce n'était pas le fruit de mon imagination. Je n'ai jamais cru au paranormal, mais je n'ai absolument aucune autre explication pour ces 3 nuits. Je vis dans les Vosges avec ma femme et mes enfants. Il y a un petit lac à environ 400 mètres de notre jardin. J'y emmenais habituellement mes enfants pour nager, jusqu'à la semaine dernière. Désormais, je ne les laisserai plus jamais y aller. Je n'en ai parlé à personne de peur de passer pour fou. C'était samedi dernier. Nous sommes allés au bord du lac et avons installé nos chaises sur le sable. C'est comme une petite plage privée dans notre propre jardin. C'est toujours formidable. Ma femme et moi étions assis sur nos chaises de plage, profitant du soleil, tandis que nos enfants s'éclaboussaient dans l'eau. Je leur dis toujours de ne pas aller trop loin. Ils sont encore jeunes, 6 et 8 ans. Nous sommes restés là pendant 2 bonnes heures ce jour-là. Aucun de nous n'avait envie de se mouiller. Finalement, ma femme s'est lassée et a décidé de rentrer à la maison. J'ai accepté de rester un peu plus longtemps avec les enfants car ils s'amusaient encore tellement dans le sable et l'eau. Le soleil commençait à se coucher à ce moment-là. Je commençais à être fatigué. Ils allaient un peu trop loin, alors je les ai appelés pour qu'ils reviennent plus près du rivage. Ils ne m'entendaient apparemment pas, alors je me suis levé et je me suis rapproché. Avant que je ne puisse les appeler à nouveau, j'ai remarqué quelque chose dans l'eau. Cela ressemblait à un objet noir et rond, et il bougeait, se rapprochant de mes enfants. J'ai couru dans l'eau, plus près de mes enfants, en les appelant à sortir. Quand ils se sont approchés suffisamment, je les ai tirés hors de l'eau moi-même. Quand je me suis retourné vers l'eau, l'objet avait disparu. Mes enfants étaient complètement perdus. Je ne savais pas quoi leur dire. Alors je leur ai juste dit qu'il était temps de rentrer à la maison. Nous avons tout rangé et sommes rentrés à la maison, mais je n'étais pas serein en arrivant. J'étais mal à l'aise avec ce que je venais de voir. Cette chose ne ressemblait à aucune créature marine connue de l'homme. Le dîner nous attendait à notre retour. J'ai mangé très lentement, pensant à l'objet dans l'eau et me demandant si je devais en parler à ma femme. Ma femme m'a demandé ce qui n'allait pas. Elle avait remarqué que je mangeais lentement. J'ai décidé de ne pas lui en parler tout de suite. Après le dîner, j'ai pris une lampe de poche avec moi et je suis retourné au lac. À ce moment-là, il faisait déjà nuit noire. Je suis arrivé au lac, mais pour être honnête, je ne savais même pas ce que j'espérais trouver. J'ai balayé la surface de l'eau avec ma lampe de poche, cherchant l'objet noir, et à ce moment précis, j'ai entendu un grand plouf provenir de quelque part dans le lac, le genre de plouf que fait quelque chose qui sort de l'eau. J'ai pensé que c'était peut-être une sorte d'animal dans le lac. J'ai éclairé partout, cherchant la source du son, et puis je l'ai trouvé, et j'ai réalisé que j'avais terriblement tort. Il y avait la silhouette d'une figure humanoïde avec de longs cheveux noirs couvrant tout son visage. Elle se tenait là, face à moi, mais ne me fixait pas, du moins d'après ce que je pouvais distinguer. J'ai laissé tomber ma lampe de poche d'horreur et j'ai sprinté jusqu'à ma maison, claquant la porte derrière moi. Je n'ai parlé de cela à personne. Ce qui me hante, c'est que ce lac n'est qu'à 400 mètres de ma maison, et pour tout ce que je sais, cette chose pourrait me regarder à travers ma fenêtre en ce moment même, tandis que j'écris ceci.